J'ai pu valider les apports neurosciences énoncés lors des formations proposées par Élodie Caillot, qui a pu expérimenter notamment avec Chantal Villota-Germain, préventeur SQVT, un axe de réflexion et de lien de l'entraînement de l'attention avec des démarches de santé au travail. Il est important de souligner que toutes ces approches sont basées aujourd'hui sur des champs de recherche très féconds qui nous ouvrent aussi des espoirs immenses en matière de développement personnel. Ces démarches permettent entre autres de mettre en avant le lien entre l'entraînement de l'esprit par les pratiques attentionnelles sur la prévention santé au travail. Merci. Quels sont selon vous les secrets pour développer son attention avec l'éclairage des neurosciences ? Alors, je pense que le plus grand danger qu'essaie de pointer du doigt la neuroscience, comme j'essaie de le représenter avec vous aujourd'hui, est de nous mettre en garde contre tous ces phénomènes de distraction qui nous entourent. Et il faut imaginer un écosystème qui essaye de tirer notre attention avec une compétition d'ailleurs dans tous ces systèmes pour attirer notre attention. Et je crois que la meilleure pratique que l'on doit faire et mettre en œuvre évidemment, c'est de se protéger contre ces phénomènes de distraction et donc avoir une santé mentale protégée par un va-et-vient entre je suis réactif aux sollicitations et par moments je m'en protège. Voilà. Vous expliquez notamment justement se protéger, que le cerveau n'est pas fiable. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications ? Alors effectivement, peut-être que la seule grande idée qu'il faille retenir aujourd'hui pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est de se dire qu'il faut se méfier de son cerveau. Notre cerveau est finalement reconstruit un monde à partir de l'expérience passée, à partir du présent et du monde des affects, des émotions, mais également aussi à partir des prospectives qu'il fait dans le futur, cette façon qu'il a de se projeter dans le futur. Et parfois, les informations que l'on reçoit en temps réel peuvent être polluées par des images du passé ou voire des idées préconçues du futur. Et la plus grande, évidemment, sagesse, c'est parfois de dire que ce temps passé et ce temps futur doit s'éteindre pour être plus dans le présent. Et dans ces contextes-là, on est certainement beaucoup plus proche d'une réalité que tous ces trompe-l'œil que nous offre le cerveau. Alors effectivement, ça c'est peut-être pour moi, à mes yeux en tout cas, la plus grande découverte des dernières années du monde des sciences cognitives, c'est de se rendre compte que le cerveau est une machine qui fait des calculs, qui est extrêmement puissant, aujourd'hui qui a quand même de la compétition avec l'intelligence artificielle, dans ses processus de calcul et d'évaluation, et on se rend compte que, comme on vient de le dire, il a aussi des failles, il a des faiblesses. Dès lors qu'on imagine le cerveau comme étant un super calculateur. Mais en fait, ces faiblesses, on peut les pondérer, voire même les faire disparaître, si l'on prend sens que ce cerveau est incarné, étant porté avec nous tous les jours et qu'il est en permanence à l'écoute du corps, et que finalement la plus grande sagesse dans nos décisions, c'est lorsque le corps parle au cerveau. Et ça, c'est une grande révolution qui a à peine 5 ans, c'est de se rendre compte qu'il y a des informations nerveuses qui sortent du cerveau et qui viennent palper tous nos organes. Bon, ça on le savait déjà depuis bien longtemps. Quand je vois un serpent, mon cœur s'affole parce qu'il reçoit des commandes de mon cerveau. Mais la plus grande richesse finalement de l'activité mentale, c'est de se rendre compte aussi que mes organes parlent à mon cerveau. Au travers d'un nerf vague qu'on croyait être juste un effecteur, on se rend compte aujourd'hui que c'est un récepteur. Et donc l'activité mentale aujourd'hui doit être vue comme une synthèse entre le milieu intérieur, ce que je vis dans mon propre intérieur, et la confrontation avec le milieu extérieur. Et de grandes pathologies comme le burn-out, comme la dépression, devraient être vues aujourd'hui et revisitées donc à l'aune de ces dysfonctionnements de ces deux milieux, intérieur et extérieur, qui ne sont plus en coïncidence.
Moi je prône pour le renommer autrement parce qu'il est resté vague que quand on l'a vu partir du cerveau et on ne sait pas où il allait. Or, en fait ce nerf vague il est moins vague aujourd'hui puisqu'on y travaille. Une partie de mes chercheurs dans le laboratoire y travaillent également. Eh bien, à comprendre qu'est-ce qu'il fait dans le corps et pour juste donner une image, une métaphore, en fait il palpe. Il palpe tous les organes et donc comme je l'ai dit, c'est une commande effectrice du cerveau, donc c'est une commande d'agir sur les organes, mais c'est uniquement 20% de l'activité du nerf vague, c'est donc de donner de l'information aux organes, et 80% c'est de faire remonter l'information au cerveau. D'où le fait que d'avoir une position X ou Y dans notre corps fasse que l'on ait des images mentales, qu'on ait des activités mentales particulières du fait du corps qui s'exprime au travers de ce nerf vague au cerveau. Donc il est moins vague aujourd'hui, je pense. Donc pour dire que dès l'instant où je peux agir et que j'ai ce choix entre une attention réactive et une attention introspective, eh bien je resterai évidemment dans un état de bien-être en matière de santé mentale. Donc toute la grande difficulté aujourd'hui est de savoir à quel moment je dois m'ouvrir au monde et répondre aux sollicitations et à quel moment et quelle fréquence je dois plutôt fermer les écoutilles et m'écouter. Parce que c'est l'un ou l'autre. Je ne peux pas me connecter aux autres et me connecter à moi en même temps. Donc, on sait que demain, les leaders, ceux qui resteront épanouis, seront des personnes qui sauront faire cet effort-là. Et puis les autres seront emportés par cette illusion de croire qu'on contrôle et de réagir en temps réel sur des images ou des informations que l'on perçoit. Et c'est pas la plus grande sagesse.